Nous poursuivons maintenant avec le Burkina Faso. Le premier tour de la présidentielle dans ce pays se tient le 22 novembre prochain. 13 candidats sont en lice pour ce scrutin, dont le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, qui affronte également d'autres poids lourds de la politique burkinabé, notamment Edi Komboigo, le président de l'ancien parti au pouvoir, Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, mais également Yacouba Isaac Zida, l'ancien premier ministre de la transition, Kadré Désiré Ouedraogo, un autre ancien premier ministre, Tahirou Bari, un ancien ministre de Roch Marc Christian Kaboré. On va faire le point sur ce scrutin. Adam Adronou, parlons d'abord de façon générale de l'organisation. Jusque-là, on a l'habitude quand il y a eu une élection au niveau de la Guinée ou au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est les questions de composition de la CENI, de la Cour constitutionnelle qui sont posées. Mais le Burkina, on ne parle pas de ces questions. Ça veut dire qu'il y a l'unanimité sur le processus électoral. Oui, bien sûr. Je pense nous l'avons déjà dit une fois ici en disant que pour la première fois, le Burkina Faso est en train de nous surprendre avec des élections autrement. Parce que c'est très rare en Afrique, surtout dans nos pays de l'Afrique francophone. C'est rare, c'est une première fois d'ailleurs, même si nous prenons ces 10 dernières années, qu'on a constaté qu'il y a eu l'organisation des élections où tous les candidats en lice sont entendus sur des préalables qu'ils ont d'ailleurs même respecté, à part ces derniers temps où la question de moyens est évoquée plus ou moins. Mais lorsqu'on prend des questions de moyens, je pense que lorsque vous prenez un peu le poids financier de tous les candidats en lice, vous constaterez que à part le président sortant qui a un peu la primo sortant qu'on peut donc lui attribuer, chaque candidat a quand même le poids économique pour pouvoir donc tenir, ne serait-ce que, disons, dans la fourchette indiquée par les éléments pris en compte donc dans l'organisation de ces élections-là. D'abord, c'est une première chose. Le second aspect à évoquer réellement, c'est que nous constatons également qu'au niveau du terrain, on n'a pas constaté également des pics comme ce fut le cas où vous avez donc des rhétoriques guerrières qui reviennent pour la plupart du temps. Ce n'est pas la même chose parce que les gens partent quand même du factuel, ce qui a donc qui tiennent compte surtout de leur programme de société, qui est évocateur, étant donné que c'est également une campagne assez particulière. Avec cette crise de Covid-19, on n'autorise pas, disons, des rencontres de masse dont les gens ont préféré faire, surtout le porte-à-porte de la campagne de proximité pour la plupart du temps. Donc, les gens misent réellement sur leur programme de société, ce qui peut faire mieux, ce qui n'a pas marché ces derniers temps, etc. Mais il faut quelque part dire, moi je l'ai toujours dit, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas poser un diagnostic assez scientifique pour prouver réellement, surtout lorsqu'on prend, on évoque surtout la question des pratiques électorales, on ne peut pas aujourd'hui poser un diagnostic scientifique en disant que voilà, sur un tel nombre d'aspects, voilà tel candidat donc est parti par un peu favori. Ce n'est pas possible parce que vous savez, le Burkina, tout comme certains d'autres pays, étant donné qu'il nous a habitués, surtout il y a eu donc une période latente où aujourd'hui, c'est maintenant qu'ils sont donc en train de rentrer un peu dans les habitudes, dans les coutumes des élections rotatives. Mais ce qu'il faut apprécier, c'est que nous avions une élection assez ouverte, compte tenu des mécanismes du jeu en place. Chacun s'est accordé d'avoir dit quelque part que nous avons une élection assez ouverte où chaque candidat peut faire prévaloir donc ses chances. Alors, tous les candidats sont d'accord sur le processus d'organisation. On ne critique pas l'instance chargée d'organiser le scrutin malgré un certain nombre d'insuffisances. On ne critique pas la composition de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que le Burkina fait montre d'une maturité démocratique. Oui, c'est ça. Et il faut l'apprécier. Et puis, tous les candidats sont unanimes sur les structures d'organisation de ces élections. C'est pour cela que nous disons que les chances, tous les candidats ont leur chance à faire valoir et l'élection même s'annonce très serrée. Et voilà, il le faut. Et lorsque nous allons on va à une compétition et il faut savoir être fair play aussi. Donc, je crois qu'au niveau du Burkina Faso, ça s'annonce bien.
Et quoique nous disons il n'y a pas des attaques aussi virulentes, mais bon, nous sommes en campagne, on dénombre quand même certaines accusations, certaines attaques sur le terrain où on accuse le président de n'avoir rien fait pour le Burkina. Et bon, ça c'est de bonne guerre, c'est la campagne. Mais toujours est-il que ce qu'il faut apprécier, c'est que la campagne se déroule dans le calme et tout le monde a confiance aux structures d'organisation de cette élection, quoique tout le monde au moins déplore le fait qu'une partie du pays ne puisse pas voter. Et bon, on parle de 4%. Et donc, je crois que ces élections sont bien parties pour être inclusives et acceptées par tous. Et j'ai attendu le président sortant ce matin, même à RFI, qui disait que on lui a posé la question de savoir s'il irait à un deuxième tour, s'il accepterait aller au deuxième tour, comme si ce deuxième tour-là dépendait de lui. Et il a été clair que si il y a deuxième tour, c'est que il doit y aller, il n'a pas à accepter ou à refuser. Donc, ça veut dire que l'élection est ouverte, comme l'a dit Adam Adionou, et l'opposition aussi a sa chance à saisir, parce que vous voyez qu'il y a 13 candidats, il y a 12 candidats en face du candidat sortant, le président de la République, et presque les 12 candidats de l'opposition se sont attendus pour se rallier au candidat de l'opposition le mieux placé. On va revenir sur ça tout à l'heure. Je voudrais aussi écouter Francisco sur l'organisation, ce consensus qui se dégage aujourd'hui. Oui, voilà un pays qui nous épargne des morts inutiles. Des morts inutiles. Et on l'avait dit déjà ici, il y a quelques mois, que, regardez, au moment où en Guinée, comme en Côte d'Ivoire, on est en train de tuer des concitoyens, juste parce que les gens réclament une meilleure organisation des élections. Voilà que dans quelques mois, le Ghana, c'est-à-dire quelques semaines, le Ghana et le Burkina vont aller aux élections et on n'entend rien. C'est comme ça que nos institutions devraient fonctionner, pour que on puisse sentir un jeu démocratique. Lorsqu'on parle de démocratie, les gens disent qu'il y a une démocratie à la togolaise, à l'africaine, c'est-à-dire que de chaque village, on va créer une démocratie. Non. Si les choses sont bien faites, les institutions, comme l'a dit Obama, des institutions fortes et non des hommes forts, je pense que on va aller, l'Afrique va aller beaucoup de l'avant. Donc le peuple burkinabé et ses institutions, tout comme ceux du Ghana, sont à féliciter et sont des exemples que nous devons, disons, et faire connaître partout pour que ces violences avant élection et post-électorale, que ça s'arrête. Maintenant, cette maturité qu'on salue aujourd'hui, à quoi la doit-on? C'est d'abord la maturité des acteurs politiques eux-mêmes. Oui, il y a la maturité des acteurs politiques, mais oui, mais il y a une société civile qui est très active. Regardez, au Togo, lorsqu'un journaliste écrit pour alerter l'opinion ou la justice sur des événements, c'est le journaliste qui est mis en prison. En prison, non. Oui, bon, en prison, mais quand on vous colle, des amendes, c'est plus que la prison quand on vous colle des amendes. Maintenant, mais quand vous prenez le Burkina Faso, mais chaque année, les journalistes sont primés pour leur travail d'investigation, d'alerte et de dénonciation. C'est-à-dire que lorsqu'un journaliste relève un événement, et l'État ou la justice se saisit et on fait les enquêtes et ça se révèle, il est primé chaque année. Donc, c'est une société civile très éveillée. Et je vous assure, lorsque vous essayez d'enfreindre à certaines règles, même ne serait-ce que dans le transport, mais vous pouvez être n'importe qui. Même le président de la République burkinabé ne peut pas intervenir en votre faveur. Donc, c'est la société civile qui est aussi forte. Et là aussi, vous voyez des acteurs, c'est des acteurs mûrs.
tout ce que nous venons de citer là, des anciens ministres, anciens présidents, un pays où il y a un candidat même qui est accepté par la Cour constitutionnelle, ou bien la Cour constitutionnelle qui est en exil. Oui, Yacouba Isaac Zida. Oui, qui est en exil. Alors que sous d'autres cieux, on a vu la dernière fois sur plus de 24 candidats, 44 et 44 candidats, on n'a retenu que 4. Hein? Et ailleurs, on fait tout pour que les gens ne viennent pas se présenter aux élections. Donc, le peuple burkinabé montre une maturité. Et par rapport à l'équité des chances, je peux dire qu'on pouvait un peu aller le comparer aux États-Unis, à l'allure où on voit les choses, si les choses vont aller dans les normes, le président en exercice peut perdre. La preuve lui-même, il a dit, il n'a pas dit un coup KO. Comme d'autres le disent, KO, et puis ils ont le KO. Le jour même du chaos. Non. Donc ici, il s'agit des compétitions. Maintenant, moi là où je suis un peu inquiet, lorsque je vois l'échiquier, c'est-à-dire que la sous-région, avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, qui sont presque instables, et le Ghana, où les élections bientôt, on ne sait pas si le candidat John Mahama, s'il va avoir un coup de grâce par rapport à ce qui vient de se passer comme publication de rapport, ou même la mort de Jerry John Rawlings peut amener des électeurs. Alors là aussi, ça va être un président nouveau. Alors que les gens voudraient peut-être une stabilité dans la sous-région. Au Burkina, c'est ce que je ramène au Burkina, qu'il peut y avoir des jeux joués quelque part où les gens ne voudraient pas, puisque déjà il y a une instabilité, mais pas aussi grande. C'est 4% du territoire. Donc, peut-être les gens, par les jeux politiques, géostratégiques, ne vont pas vouloir que un nouveau arrive, qu'on veuille continuer, pas faire avec l'ancienne marmite. Tous les candidats se sont entendus sur ce point. Ils savent que tout le territoire burkinabé ne pourra pas voter. Le Parlement même a d'ailleurs voté il y a quelques mois une loi en ce sens permettant de valider le scrutin, quelle que soit la proportion du pays qui vote. Maintenant, si on prend ces 12 candidats, bon, on sait qu'il y en a qui ne feront que figuration, mais il y a vraiment de gros morceaux que je citais tout à l'heure, des anciens premiers ministres, des anciens ministres, le président sortant. La plupart ont un dénominateur commun. Ils se connaissent tous pour avoir fait Blaise Compaoré. Oui, naturellement. Et lorsqu'on évoque surtout l'entente préalable qu'on a eue concernant d'abord un certain nombre de dispositions où les alternatives d'organisation de ces élections ont été acceptées, c'est à mettre également à l'actif de tout cet aspect-là. Ça veut dire sont des acteurs qui ont eu à mener le même jeu d'il y a longtemps. C'est vrai que par le passé, il y avait donc une opposition qui était très aussi agitée et à l'encontre de Blaise Compaoré, que eux essayaient donc de réguler. Tous ces facteurs également sont à prendre en compte, disons, dans ce processus, surtout apaiser un modèle qu'on aurait bien préféré dans pratiquement tous les pays francophones à venir. Mais au-delà de ça également, lorsque vous prenez aujourd'hui l'environnement politique qui est aujourd'hui agité, il va de soi. C'est là où le paradoxe même y est, parce que tous viennent quand même d'une idéologie de Blaise Compaoré. C'est la même politique, etc. Aujourd'hui, les opinions ont tendance à changer parce que chacun voulait se faire valoir un peu un certain nombre d'arguments sur la gestion du pays, etc. Mais ça voudrait dire quelque part qu'on vient donc en contre-faux avec le président sortant, qu'on estime qu'il a eu quand même des ratés. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec l'interview réalisée à Rockma Christian Kabore aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a donc une prise de distance par rapport aux opinions envisagées par la quasi-majorité des poids lourds qui l'affrontent aujourd'hui. Parce qu'ils estiment qu'il faudrait quand même que la force plus prévaloir dans la gestion de la crise de l'insécurité qui prévaut aujourd'hui au niveau du pays. Mais les autres estiment que la force seule ne suffit pas. Il faudrait réellement faire intervenir d'autres pesanteurs pour amener le pays. Donc c'est la même chose que Blaise en fait évoquait par le passé parce que, disons, les gens agitaient donc
ce fouet de terrorisme il y a longtemps, mais il essaierait donc de les gérer à tort ou à raison, parce qu'il y en a qui estiment que ce n'était pas une bonne formule. Cela a permis d'ailleurs même à ces djihadistes-là de revenir en force, parce qu'ils n'ont plus, disons, tout ce qu'on leur donnait par le passé, donc il faudrait réellement donc venir agir et forcer la main donc aux instances actuelles de pouvoir donc retourner donc à cette case de départ là. Bon, de toutes les façons, que ce soit l'une ou l'autre option de la situation, il n'y a pas que le Burkina aujourd'hui qui est sous le coup du terrorisme. Il faudrait quand même composer avec tous les autres pays également qui ont également ces problèmes d'insécurité. Donc, avoir une approche assez globale de la chose, parce que si vous résolvez le problème de la sécurité au niveau du Burkina, ça le résoudre au niveau du Niger, au Mali, etc., vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Donc, je pense que cette proportion de pouvoir donc s'unir aussi, c'est une bonne chose. Quand bien même qu'à l'avenir, c'est vrai qu'on ne saurait pas aujourd'hui prédire un peu, puisque tout aussi compte du fait que, comme je le disais tantôt, on n'a pas aujourd'hui une démonstration scientifique, parce que cela dépendra aussi de l'habitude des usages des Burkinabés qu'on ne saura aujourd'hui réellement dessiner. Puisque aujourd'hui, nous sommes dans un élan d'implémentation d'une démocratie qui est liée aujourd'hui aux habitudes, aux usages des Burkinabés qu'on aurait réellement implémenté avec ce second round d'élection. Et à l'avenir, on saurait si réellement les Burkinabés sont d'avis de pouvoir toujours donner le deuxième mandat à un président sortant avant de changer la danse. Alors, 12 contre 1, il aurait mieux valu que cette opposition s'unisse pour contrer Kaboré? Non, moi je ne pense pas. Au contraire, lorsque il y a une élection à 2 tours et qu'il y a pluralité de candidatures au niveau de l'opposition, c'est qu'au premier tour, quand vous analysez bien, c'est que chacun, ça empêche même le président sortant de gagner au premier tour. C'est parce qu'on a vu au Togo. De gagner au premier tour. C'est parce qu'on a vu au Togo, c'est parce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on a vu au Togo, c'est parce que l'appareil électoral est pipé. Parce que moi, je le dis selon mes analyses, et quand vous voyez, avec la pluralité des candidatures et au niveau de l'opposition, et surtout si les candidats viennent d'horizons divers au niveau du pays, ça empêche que le président gagne au premier tour. Sortant gagne au premier tour. En fait, et au deuxième tour, s'il y a vraiment une bonne alliance, l'opposition peut faire quand même mouche. Mais ce qu'il y a, c'est que le calme qu'il y a au niveau du Burkina dans le processus électoral, moi je pense qu'il faut mettre ça à l'actif des hommes politiques de ce pays. Parce que c'est eux que même les citoyens regardent. Quand s'il y a eu problème au niveau de la Côte d'Ivoire et en Guinée, c'est dû aux hommes politiques. Et au Burkina, ce n'est pas que les opposants n'ont pas de grief contre le président sortant ou n'ont pas d'arguments pour attaquer le président sortant. Et ils le font d'ailleurs. Mais c'est que, en dehors de tout ça, des divergences politiques, ils ont un patrimoine commun, le pays, le Burkina Faso, et ils respectent ça. Et ils sont patriotes, le patriotisme est démontré là-bas pour dire que le Burkina a des problèmes. Mais il ne faut plus en rajouter sur le plan politique. Donc, j'apprécie beaucoup leur manière de faire. Et je le dis aussi, par exemple, mon frère vient de citer les pays où les élections se déroulent et qu'il faut apprécier. Et je peux aussi citer le Togo. Dans ce cas-là, depuis 2007, les élections se sont déroulées ici dans ce pays où tous les partis ont participé à ces élections. C'est après la proclamation des résultats qu'il y a de ces problèmes qui surgissent, parce que entre-temps, peut-être qu'il y a entre guillemets des mauvais perdants qui veulent peut-être donner comme cause de leur échec une certaine mauvaise organisation des élections. Mais au départ, chacun, avant d'aller à ces élections, chacun s'accorde sur le fait que ces élections sont crédibles. Même, on envoie même certaines fois des institutions pour venir contrôler même le fichier électoral. Ça a été le cas au Burkina. Mais pour le cas du Ghana et du Burkina Faso, j'estime qu'il faut un peu attendre la proclamation des résultats pour voir s'ils auront aussi 10 sur 10 comme on est en train de leur donner maintenant pour le processus électoral. N'oublions pas qu'au Ghana, déjà il y a de cela 1 ou 2 mois,
le président, l'ancien président John Mahama avait dénoncé le processus électoral en appelant même la CEDEAO et au secours pour surveiller l'élection présidentielle pour que ça se déroule bien. Donc je me dis que ce n'est pas encore gagné au Burkina comme au Ghana, mais nous souhaitons vivement que le calme qui règne et au cours de ce processus, que à la fin des élections, lorsqu'on proclame les résultats, que chacun accepte ces résultats. J'en ai pour preuve ce matin même le président sortant au Burkina, Christian Kaboré disait sur RFI toujours que il appelait même les opposants à accepter les résultats, c'est-à-dire parler à tous les candidats en les exhortant à accepter les résultats issus des urnes. Il a bien dit, lorsqu'on lui a demandé s'il lui va l'accepter, il a dit oui, et il a appelé aussi les autres. Ça veut dire que souvent, on s'accorde pour un processus électoral donné et que tous participent à ces élections, ce qui clash, ce qui un peu met un peu de bémol dans le truc là, dans le processus électoral, c'est surtout après les élections à la proclamation des résultats. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe souvent au Togo. Et bon, les politiciens doivent quand même accepter, s'ils acceptent au départ les règles du jeu et ils acceptent la commission électorale, ils déposent les candidatures au niveau de la commission d'organisation des élections. Les candidatures sont validées par une cour constitutionnelle. Ils ne disent rien, ils applaudissent. Mais lorsqu'ils vont aux élections et que ces mêmes institutions qu'ils ont applaudi en amont de ces élections valident les résultats, c'est à ce moment qu'il y a problème. Donc, il faut accepter les résultats pour que les processus électoraux se terminent bien. Alors, je suis en train de regarder sous mes yeux un peu les CV de ces différents candidats. Je le disais tantôt en posant la question à Adam, que tous se recoupent en Blaise Compaoré. Ils ont tous quasiment servi Blaise Compaoré et ce sont vraiment des gens qui ont de la carrière derrière eux. Vous avez des diplomates, vous avez des anciens premiers ministres, des anciens ministres, des gens qui ont de très hautes fonctions. Donc, ils sont présidentiables, ça on n'en doute pas. Est-ce que vous pensez que ces profils-là, ça va faire que cette élection va se jouer très serrée? Oui, bon, très serré, je veux bien croire. Il vient de parler de quelque chose de très intéressant, surtout pour le Burkina, mais au Togo, il est un peu biaisé. Mais vous avez vu qu'au Burkina, les gens c'est-à-dire qu'on a des hommes de valeur qui sont sortis, qui sont de tout horizon. Est-ce que vous voyez? Mais posez-vous la question de savoir pourquoi dans nos pays, spécialement le Togo, mais les candidatures, surtout multiples, sont plus basées au sud. C'est parce qu'ailleurs, on empêche les gens d'aller candidater. Si vous le faites, vous devenez pauvre. Et donc, c'est ça le multiparti, le processus, les institutions dont on parle au Ghana. Au Ghana, il y a eu déjà une élection où il y a eu des problèmes, où une différence près, mais ils ont réglé ça. Ils ont atteint une certaine maturité en matière d'organisation des élections. On n'a pas demandé à ce qu'on vienne trouver une liste consensuelle pour aller aux élections. Ailleurs, comme au Togo, ça se passe. Ça, ce n'est pas la démocratie. Donc, apprenons les bonnes choses. Et lorsque les gens perdent dans ces conditions, ils ne sont pas de mauvais perdants. Ils ne sont pas Donald Trump, qui est un mauvais perdant. Parce que lui, il a perdu dans des conditions, de bonnes conditions électorales. Ces preuves n'aboutiront pas. Donc, vous voyez, c'est de la valeur. Et ça crée de l'émulation, et ça crée l'offre électorale où les gens vont aller. Et puis, c'est des gens qui ont des carnets d'adresse. Ailleurs, vous n'avez que les présidents fondateurs qui peuvent aller aux élections. Est-ce que vous voyez? Donc, même au temps de Blaise, il y avait certains qui essayaient de candidater, mais on les cassait. Mais aujourd'hui, vous voyez la liberté. Et tous, ils sont libres. Ils peuvent dire, OK, je peux aller aux élections, je peux faire valoir mon talent. Mais tant qu'il y a quelqu'un qui est incrusté là-bas, qui ne peut jamais être déboulonné, donc on traitera les autres comme en Côte d'Ivoire. On dit que parce qu'il y a un certain Gon Coulibaly qui est mort, on ne peut plus avoir un autre candidat dans un grand parti comme chose. Donc, voyez-vous, ça fait mal parce qu'il y a du talent. Et toutes ces personnes qui vont aller aux élections, moi je suis sûr qu'au Burkina Faso, à la fin des comptes, lorsque les bons comptes seront faits et que le président élu sera
sera au pouvoir et les gens seront appelés dans ce groupe à travailler pour le développement du pays. Et c'est ça qui fait que c'est un pays qui, bon, quand on est ici, on dit que c'est le Sahel, mais quand on prenait au Togo, si ce n'est pas, comment l'appelle-t-on, lui qui est en train de faire la route, Eboumaf, ou c'est l'homme de Simateri, et Kanazoé, mais il y en a beaucoup au Burkina. Et c'est eux qui financent des hommes politiques. Aujourd'hui, quand on soupçonne simplement que quelqu'un donne 10 000 francs à un homme politique, par exemple au Togo, il a des problèmes. Donc on ne peut pas faire la démocratie en voulant seulement qu'un seul parti ou bien un seul homme soit celui qui a tous les moyens, celui qui a l'argent et le beurre et l'argent du bleu. Voilà. Ouais, donc, oui, vous permettez, moi je ne serais pas d'accord parce que vous savez, l'argumentation telle que développée par M. Napo, c'est la même chose qu'on constate au niveau des politiques. En réalité, contester en fait le cadre d'organisation d'une élection ne veut pas fondamentalement dire que vous êtes en face d'une élection où carrément des gens qui ne sont pas de bonne foi à aller donc aux élections. En réalité, lorsque vous évoquez cette question, que vous ne l'accompagnez pas avec des preuves tangibles, des preuves palpables, il n'y a pas de raison qu'on puisse donc vous croire. C'est la même chose quand citant Donald Trump, c'est la même chose qu'il fait. Lorsque vous prenez au Togo, c'est la même chose qui se passe également. On vous dit, voilà, il y a eu fraude, il y a eu tel, sans réellement évoquer des questions de fraude. Donc vous comprenez directement qu'à un moment donné, les gens sont dans la surenchère, etc. Leur but, étant donné qu'il y a donc de l'impréparation, ils peuvent donc candidater à ces élections, d'abord tirer meilleur profit, parce qu'ils ont déjà perdu le coup. C'est ce qui amène des gens donc à être dans la contestation en allant. C'est pourquoi moi, en étant lors d'une rencontre ici, moi j'ai évoqué la question lorsque vous prenez par exemple au niveau du Burkina, de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, on peut attribuer à Alassane Ouattara toutes les reproches, etc. Mais lorsque vous prenez par exemple le protocole de revendication au niveau de l'opposition, même si Alassane Ouattara à un moment donné d'ailleurs mais voulait réellement qu'on revoie le cadre d'organisation des élections, ils allaient quand même continuer en disant voilà que vous avez une candidature qui est inconstitutionnelle, donc il faut dégager. Donc là ça ne le pousse pas réellement à poser des actes forts, à donc revisiter ce cadre d'organisation qui normalement devait être donc la question qui devait donc souder la quasi-majorité de l'ensemble de l'opposition, ce qu'on constate d'ailleurs même au Togo. Parce qu'au lieu de s'attaquer de l'organisation de la CENI, on s'attaque à d'autres choses parce qu'on n'a pas d'argument réellement à faire valoir pour l'organiser. Maintenant à la grande pause et on va revenir après le journal.